Let's go! Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 58 de Relive the Classics, un combat particulièrement important dans l'histoire de la boxe, Barney Ross contre Henry Armstrong. Et comme d'habitude, je suis directement rejoint par Loman. Salut Loman, comment ça va? Ça va et toi, la forme? La forme, comme d'habitude. C'est parti. Ouais, c'est parti. Et donc, alors, pour une fois, ce Relive the Classics sera un petit peu différent au niveau du format. Là où d'habitude, je pose le contexte avant le combat et on commente le combat comme si on était commentateur de l'époque. Là, pour le coup, étant donné que les images que j'ai trouvées, il y a que 20 minutes au total et surtout, tout ce que j'ai trouvé, il y a que 20, ça va pas au-delà de ça. C'est un 15 rounds. Faire tenir 15 rounds dans 20 minutes, c'est à peu près impossible. Donc, il manque clairement plusieurs rounds. Donc, voilà, plutôt que faire les commentaires, j'ai décidé de simplement parler de l'époque en même temps que le combat est diffusé parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette époque de manière générale. Voilà. Et donc, l'on peut commencer. Allez, let's go. Ouais, je vais quand même arranger le volume avant. Là. Et donc, nous sommes à ce moment-là, je me suis mal préparé comme d'habitude pour pas changer. Donc, nous sommes le 31 mai 1938. À ce moment-là, Henry Armstrong est une superstar de la boxe et un véritable phénomène. Il est boxeur de l'année 1937. Il est déjà champion featherweight, le lineal featherweight. On peut dire l'équivalent de l'époque de l'Undisputed, étant donné qu'il avait la ceinture NBA, la ceinture NYSC et le lineal title. Donc c'est le lineal champ en featherweight. Et il décide pour peu de temps après cette année de 1937 absolument mythique de son côté, où il est boxeur de l'année 1937, il décide de directement monter de 3 divisions quasiment, pas quasiment, de monter de 3 divisions, parce que alors, ce sera peut-être à vérifier, pardon, j'ai un bug mental, je sais plus si la division super featherweight avait déjà été comme ça au moment des faits, mais bref. Il n'en reste qu'il va décider de monter en welterweight, voilà, avec quasiment aucun combat d'entrée, quoi. Enfin, pas quasiment aucun combat d'entrée, j'exagère un peu, mais voilà, il se présente face au champion welterweight qui n'est nul autre que Barney Ross. Barney Ross, c'est une légende de la boxe. Vous avez forcément entendu ce nom au moins une fois. Et à ce moment-là, il est un peu sur sa fin de carrière. Mais j'ai pas envie de dire quelle fin de carrière, parce qu'il est sur une série de victoires
ouais, légendaire depuis 1934 et sa dernière défaite à date face à Jimmy McLarnin dans leur au milieu de leur trilogie légendaire. Et donc, à ce moment-là, il est champion welterweight depuis 1935 et la fin de sa trilogie avec Jimmy McLarnin, titre qu'il a défendu à 2 reprises, je crois, et il a enchaîné les grosses victoires. Voilà, on peut notamment citer sa victoire face à Seferino Garcia, voilà, futur grand nom de la division de la division middleweight, futur champion et grand rival de Henry Armstrong. Et voilà, et tout simplement, voilà, c'est un choc des générations. C'est un choc des générations. Pourquoi ? Parce que Barney Ross, pourquoi c'est un des plus grands boxeurs de l'histoire ? Pourquoi c'est une légende ? C'est parce que les années 30, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est une période vraiment, ce que je qualifierais presque de flou artistique en fait. Comme toutes les périodes a posteriori des âges d'or, qui ont suivi les âges d'or, plutôt que c'est le terme le plus approprié, eh bien, il y a toujours eu cette petite, ce moment de flottement, ces quelques années de flottement où on n'a vraiment pas l'impression qu'il se passe grand chose. Bon, dans les faits, c'est très différent des années 30 comme les années 70, comme les années 60, pardon. Plus tard, il s'est passé des choses absolument dingues, mais la perception du public et des médias est très, très diminuée, on va dire. Alors qu'on est rejoint par Dylan. Salut Dylan, comment ça va ? Salut, vous m'entendez ? Ça va très 5 sur 5, chef. On t'entend très très bien. Et donc, je reprends Salut, Dylan. où j'en étais. Et donc, dans cette période un peu de flou, de la toute fin des années 20 et du début des années 30, eh bien, il y a 3 noms qui maintiennent cette génération un peu à flot au niveau médiatique et qui font quand même que cette période-là est quand même une très 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 belle période. 3 noms, Barney Ross, évidemment, Jimmy McLarnin, que j'ai déjà évoqué, et le légendaire, le mythique Tony Canzonere. Et je ne vais pas m'étaler sur cette période-là parce que ça prendrait des heures, et notamment, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais Antoine de 130 livres a fait un article sur cette période il y a déjà quelques années, et article absolument merveilleux que vous devez de lire ou d'écouter un podcast. Et puis une très bonne vidéo que vous avez fait ensemble face à l'un des... Alors, ouais, ça c'est un autre sujet, c'était sur Emile Griffith. Mais voilà, C'était sur qui déjà ? Juste Emile Griffith. Mais donc, de toute façon, quand il y a Antoine, c'est une masterclass. C'est pas une heure, hein. Oui, forcément, c'est que une masterclass. Mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, voilà, ces 3 noms, Barney Ross, Jimmy McLarnin et Tony Canzonere, vont s'affronter à de multiples reprises, notamment au Madison Square Garden. Au total, sur seulement ces 3 noms, il y aura une grosse dizaine de combats. Donc, c'est quand même pas banal, hein. Juste pour rappel, les 4 fantastiques des années 80, si je me souviens bien de mon décompte, c'est 9 combats au total. Donc voilà, il y a... Voilà. Et voilà, donc il y a quand même une nette différence. Et donc voilà, ces 3 noms vont s'affronter dans des duels, des trilogies, tous plus légendaires les unes que les autres. Et il arrive en fait la fin de cette rivalité, celui qui va ressortir vainqueur de cette rivalité à 3, c'est Barney Ross en battant Jimmy McLarnin dans leur trilogie et en remportant le dernier combat, qui est le seul combat à être sur une décision unanime, les deux précédents étant sur des split decisions, et un peu avant s'étant dépêtré, on va dire, du CAC Tony Canzonere, là aussi dans une trilogie qui restera. Et juste, Tony Canzonere, c'est un gars dont j'ai vraiment envie de parler parce que ce mec, en termes de rivalité de légende, il a que ça. Il a que des trilogies de légende. Mais voilà, c'est petit aparté. Et donc voilà, Barney Ross, à ce moment-là, il est au sommet du monde. Vas-y, Dylan. Si je peux me permettre, moi j'ai une anecdote sur Canzonere. Ah, vas-y. C'était chez ma grand-mère. Alors moi j'avais une grand-mère qui était de 1928. Et en fait, elle avait eu un carton, tu avais des coupures de presse de son père, que son père avait gardé de l'époque. Et tu avais un article justement qui parlait du combat d'André Routis contre Canzonere. Mythique, rivalité mythique d'ailleurs. Une trilogie en fait. Ah putain, on s'éloigne carrément du sujet, mais bref, c'est pas grave. Mais voilà, André Routis contre Tony Canzonere, c'est une grande trilogie que Canzonere remportera au final, parce qu'il remportera 2 des 3 combats, mais dont il perdra le seul combat en 15 rounds.
Donc c'est quand même pas banal. Enfin, André Routis battra Tony Kanzore dans le combat en 4 rounds qui était pour le titre de titre bantamweight de mémoire. Donc voilà, c'est quand même une des très 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 grandes victoires dans l'histoire de la boxe française. Donc voilà. Et donc pour C'était le titre poids plume. Featherweight, d'accord. Ok, je vois. Et donc, pour en revenir au sujet de base, donc Barneros à ce moment-là, il est sur le toit du monde, il est sur une série de victoires absolument mythiques, il est champion welterweight, il est opposé à un Henry Armstrong qui, en fait, il s'est révélé il y a très très peu de temps. Ouais, il s'est révélé sur l'année 1937 dont je vous ai déjà un peu parlé, où alors qu'il avait un début de carrière très compliqué avec de nombreuses défaites, pas forcément de très grande victoire où il fera un peu ce sera un peu une sorte de journeyman de l'époque qui en fait combat énormément, a pas mal de victoires, mais est un peu destiné à rester à rester un peu au niveau national. Sauf que arrive un déclic entre 1936 et 1937. Il arrive un déclic et il va complètement se métamorphoser, il va enchaîner les victoires, il va enchaîner les grosses prestations, il va enchaîner les KO jusqu'à obtenir un title shot dans la division featherweight. Alors, j'avoue que de mémoire, je sais jamais face à qui il récupère cette ceinture, ces titres featherweight. Face à Pity Saron. Voilà, personnellement, la deux têtes, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit, mais sur lui, mais voilà, il n'en reste que là, il est champion featherweight. Pour le coup, c'est vraiment un pur champion parce qu'on dit souvent avant la WBC et la WBA, il n'y avait qu'un seul titre. C'est complètement faux. Là, pareil, il faudrait un sujet entier, il faudrait 1 heure sur le sujet, mais c'est complètement faux. Les multiples ceintures, les multiples titres sont arrivés très, 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 très tôt. Et c'est déjà dans les années 30, déjà dans les années 20 même, c'était déjà un sacré bordel. Le truc, c'est qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le titre Lineal, qui lui était au-dessus de tous. Il était au-dessus du titre NBA, il était au-dessus du titre NYSAC, il était au-dessus du titre IBU. C'était vraiment le titre de champion qui trônait au-dessus du reste. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que le Lineal Championship, il n'était pas attribué par une fédération. C'était pas un conseil d'administration qui se réunissait autour d'un bureau et qui disait on va organiser tel combat pour le titre Lineal. Non, c'était un titre qui était attribué déjà à l'époque par les médias. Un groupe de médias qui s'accordait pour dire voilà, c'est lui le champion du monde, on va mettre le titre de Lineal Champ sur ce nom-là. Et c'était même pas une commission athlétique. Je crois la période que je vais rapidement évoquer, c'est une période que je connais assez peu, mais je crois que sur les tout débuts de l'histoire de la boxe, donc de la boxe anglaise, donc le 1892, etc., là où il y a les premiers titres, je crois que c'était une sorte d'équivalent à la commission athlétique anglaise qui avait décidé de mettre le titre de champion du monde sur le combat d'origine, on va dire, de la boxe anglaise heavyweight. Mais à ce moment-là, dans les années 30, ce n'est même pas ça. C'est vraiment les médias qui s'accordent pour dire ça. C'est d'ailleurs un truc dont Edward Charles souffrira sur le début de son règne en heavyweight, où il va gagner la ceinture NBA, mais la ceinture NYSAC ne voudra pas le reconnaître, et surtout, les médias qui décidaient du titre linéal ne voudront pas mettre le titre linéal sur Edward Charles à l'époque. On est déjà au 7e round, ça va vite. Oui, parce qu'il manque énormément de rounds dans le jeu, comme je l'ai dit. Et donc, comme je l'ai dit, Henry Armstrong, lui, il est champion undisputed featherweight en 1937, et il décide de faire le bon... probablement le plus extraordinaire de l'histoire de la boxe, parce que je crois qu'à ce moment-là, il y avait encore la division super featherweight au moment des faits. Il va sauter cette division, il va sauter la division lightweight, et je crois bien qu'il va sauter la division super lightweight. J'ai vraiment un doute si elle avait déjà été arrêtée ou si elle continuait, parce que il me semble que le dernier champion de la division super lightweight, du début de la division super lightweight, c'était Barneros justement, et je crois qu'il a jamais perdu son titre. Il l'avait laissé vacant, et en fait la division super lightweight disparaîtra pendant une trentaine d'années. Et donc voilà, il fait un bond de featherweight à welterweight, ce qui est un bond qui n'est pas vraiment quantifiable sur notre regard aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'à la limite, on pourrait comparer ça au Stanley Ketchel contre Jack Johnson, mais même là, c'est difficile parce que les super middleweight n'existeront réellement qu'à la fin du XXe siècle. Les
featherweight pareil, et les light heavyweight au moment des faits avaient été désactivés. Bon, il y avait eu une toute petite période de la division light heavyweight au début des années 1900, mais elle avait été retirée quelques temps avant le Stanley Ketchel, quelques années avant le Stanley Ketchel contre Jack Johnson. Donc même ça, c'est même pas comparable. Et donc Henry Armstrong qui là se retrouve face à une légende, face au roi de sa division qui est sur une série de victoires exceptionnelle, donc voilà, tout ce que j'ai déjà radoté à plusieurs reprises. Et au final, Henry Armstrong, voilà, normalement si vous regardez les images, vous devriez comprendre ce que je vais dire, c'est que au final, Barneros fera un excellent combat sur toute la durée, mais Henry Armstrong lui sera supérieur avant tout physiquement. Il arrivera à mettre la pression sur Barneros tout le long du combat. Il le supplantera en vitesse, en puissance, en activité. Le début du combat sera vraiment clairement à l'avantage de Henry Armstrong, malgré quelques belles répliques de Barneros. Dès le 5e round, Barneros sera salement endommagé à la bouche. Il aura de grosses coupures à la bouche. Il aura un saignement très important de la bouche. Sur les rounds suivants, il aura il aura petit à petit l'œil droit, un de ses deux yeux qui gonflera, mais il abandonnera toujours pas. Alors je sais pas si ce sera sur ces images, mais alors de ce que j'ai pu entendre, de ce qui est dit sur Boxing News. Sur Boxing News, les 100 plus grands combats. Je vais aller reprendre la page. Tac. Alors. Tac. Voilà, donc, en fait, au 12e round, va y avoir une sorte de moment un peu étrange où, dans le 12e round, de Chicago Resident, habitants de Chicago qui étaient dans la salle, en fait, essaieront d'une certaine façon de s'introduire sur le ring et ils mettront un peu un raffut au 12e round et voilà. Alors peut-être que je lis très mal, hein, encore une fois, mon anglais est pas optimal, mais voilà. En fait, ouais, on devrait j'espère qu'on le verra, que ça a été pris aux images, mais voilà, en gros, il y a eu un gros bordel au 12e round. Après, il y a eu une petite pause un peu comme des années plus tard, le Evander Holyfield contre Riddick Bowe sur le Riddick Bowe 2 avec le parachutiste. Voilà, il y aura apparemment un peu moins long. Mais ouais, il y aura une petite période il y aura quelques minutes de latence entre le combat qui mettrait un peu un stop au combat. Donc c'était au 12e round et les trois derniers rounds resteront dans l'histoire. Le 13e et le 14e, Henry Armstrong déchaînera les 7 enfers sur Barneros. Il cherchera absolument à mettre KO, mais Barneros tiendra, et il tiendra tellement qu'au 15e round, après cette pris un nombre de rounds incalculable très grand, sur quasiment tout le combat, il se sera pris un nombre incalculable de coups. Et il reviendra au 15e round et offrira apparemment un des plus beaux rounds de l'histoire de la boxe au moment des faits. Il se battra comme un fou jusqu'à la fin du 15e round. Combat qui ira finalement à la décision en 15 rounds, pardon. Toutes mes excuses. Et voilà, Armstrong, comprenant qui gagnera, célébrera très très vite. Il deviendra le premier et le seul homme à détenir à la fois les titres featherweight et welterweight, et ça c'est un truc qui ne sera jamais égalé. Salut Zabi. Ouais. Salut Zabi. Et de son côté, Barneros annoncera sa retraite sur le ring directement après le combat. Et voilà, il se retirera là-dessus sur un combat particulièrement historique. Pourquoi ? Parce que juste après, pour rester sur Henry Armstrong rapidement, c'est que juste après, non content d'avoir déjà 2 titres linéoles, il ira chercher le titre linéol lightweight. Il redescendra de division pour aller chez lightweight et avoir son duel mythique face à Lou Ambers. 2 combats au bout de la folie, et il y en a au moins un des deux dont on reparlera parce qu'il est aussi dans le classement de Boxing News. Et
Et voilà, et donc il deviendra champion dans 3 catégories en même temps. Voilà, c'est le seul homme à avoir fait ça dans l'histoire de la boxe. Voilà, et le premier qui vient me parler de Canelo Alvarez, je le banne. Hein, c'est bon, au bout d'un moment, c'est suivi les conneries. Mais bref. Et donc voilà, devenant le premier champion dans 3, enfin le premier et seul champion dans 3 catégories simultanément. Et il restera pas longtemps en lightweight, perdant le titre directement dans la revanche face à Louis Burst. Malheureusement, je crois qu'il n'y aura jamais de trilogie, à notre très grand regret. Mais de son côté, voilà. On est directement en round 15, on a loupé 1 ou 2 rounds ou pas? Ouais, malheureusement. Donc on a loupé la pause. C'est bien ce qui me semblait. L'entracte. Il y a eu un petit entraque, il a manqué un petit entraque. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc voilà, Henry Armstrong, suite à ça, ira chercher. Après sa perte du titre lightweight, se stagnera en welterweight pour donner ce qui est peut-être le plus grand règne welterweight de l'histoire. En seulement 2 ans, il défendra son titre à 17 reprises, le record de la division, qui n'a pas été égalé depuis. Bon, le seul qui s'en est approché, c'est Félix Trinidad avec 15 défenses de mémoire, 15 ou 16 défenses. Mais voilà, il ne restera pas assez longtemps pour battre ce record. Et depuis, je crois qu'en welterweight, personne n'a approché les 9 défenses de titre, enfin les 10 défenses de titre déjà. Donc je pense que c'est un record qui restera, qui restera à tout jamais. Et ce, encore une fois, en seulement 2 ans. En 2 ans, 17 défenses de titre, avec cette fameuse, je vais dire anecdote, parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais c'est pas du tout une anecdote, où, en fait, tout simplement, il défendra son titre à 5 reprises dans le même mois. 5 défenses de titre dans le même mois, ce qui est absurde. Dans ce règne, il aura notamment l'occasion de commencer son duel légendaire face à Ceferino Garcia dès 1938. Il battra quelques combattants qui étaient vraiment très très bons, notamment Bobby Pacho qui était excellentissime à l'époque. Voilà, donc et voilà, d'autres noms. Il aura eu une occasion assez inespérée de concourir pour un titre dans une 4e catégorie de poids qui n'avait jamais été fait à l'époque dans sa revanche face à Ceferino Garcia en 1940, combat qui sera élu par Ring Magazine combat de l'année et combat qui se terminera sur un match nul très controversé dont beaucoup de médias disaient que Henry Armstrong aurait dû en sortir vainqueur face à Ceferino Garcia qui était champion NBA je crois au moment des middleweight et voilà, malheureusement il ne gagnera pas ce titre middleweight, il ne deviendra pas le premier champion dans 4 catégories de l'histoire et il n'aura même jamais de trilogie face à Ceferino Garcia. Tu as dit que le mec était champion NBA, c'est ça? Oui, l'ancêtre de la WBA, c'était la National Boxing Association qui deviendra la World Boxing Association dans les années 60. C'était un champion de basketball. Voilà. Pardon. Voilà, et donc par la suite, après ce combat face à Ceferino Garcia, Henry Armstrong stagnera plus en welterweight avant de perdre son titre dans 2 combats assez mythiques là aussi, face à un gars un peu... Salut Rabat. Ah oui, réussi, ouais. Oui, je sais, ça fait. Moi aussi, ça m'a fait rire quand je l'ai découvert, le fait que ça s'appelait NBA à l'époque. Mais donc voilà, il finira par perdre son titre welterweight face à Fritzi Zivic. Voilà, très compliqué à dire comme nom. Fritzi Zivic qui battra Henry Armstrong par 2 fois, une fois à la décision en octobre 1940 et une fois par TKO au 12e round en 1941. Et le plus frustrant dans l'histoire, c'est qu'ils se retrouveront quelques années plus tard parce que Zivic ne restera pas champion très longtemps. Il perdra dès sa 2e défense de titre, il perdra le titre. Mais en 1942, alors que personnellement, je trouve quand même que Henry Armstrong avait déjà amorcé sa chute à l'époque, avait déjà bien amorcé sa chute. Et ils se retrouveront pour une 3e fois et Henry Armstrong gagnera face à Zivic à la décision en 10 rounds seulement. Mais voilà, à mon avis, ça doit être très frustrant pour lui d'avoir réussi à gagner face à Zivic à la décision après, sur le 3e combat et n'avoir jamais l'occasion de tenter de récupérer
récupérer son titre welterweight parce que à la suite de cette perte de titre, il amorcera une chute progressive, on va dire. Voilà, il aura encore quelques belles séries de victoires. La plupart de ses défaites sont vraiment pas honteuses, notamment face à un très jeune non, il avait déjà une grosse carrière derrière lui, mais face à un jeune Sugar Ray Robinson, face à Bojack aussi, une légende de la division lightweight, mais voilà. À la suite de cette perte de titre en 1940, il amorcera une chute qui sera très très longue. Il prendra sa retraite qu'en 1940, qui sera très très longue en termes de nombre de combats en fait. Parce qu'en termes de durée, c'est relativement court, c'est à peine 5 ans, mais il combattra énormément dans cette période-là. Et donc, pourquoi ce combat face à Barneros est aussi important? C'est simplement parce que c'est simplement parce que 1938, cette période-là, 1937-1938, c'est vraiment à partir de cette période-là que la boxe, en fait, c'est une période de renaissance de la boxe. Un peu comme l'a été les années 70, un peu comme l'ont été les années 70 par la suite. 1937, c'est le début d'un nouvel, 1937-1938, c'est le début d'un nouvel âge d'or dans toute la boxe, en fait, vraiment dans toute la boxe, que ce soit de chez les heavyweight avec la prise de titre de Joe Louis je sais plus, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste après. Je crois qu'il y a une petite erreur, mais c'est dans cette période-là, avec l'unification totale en middleweight par Freddie Steele, qui gardera le titre linéal actif pendant un bon moment et qui embrayera sur le règne mythique de Tony Zale, que ce soit en bantamweight où il y aura une très très belle période par la suite. Ce sera surtout dans les années 50, mais ce sera le début d'un nouvel âge d'or en bantamweight, ce sera cette période-là. Ce sera aussi le début d'un bel âge d'or en featherweight suite au départ de Henry Armstrong. Il y aura la période Willie Pep qui sera sûrement, une des plus belles périodes de la division dans l'histoire. En lightweight aussi, avec le duel entre Armstrong et Lou Ambers amorcera une nouvelle période très très belle pour la division. Alors que elle, je trouve que c'est vraiment une des divisions qui a été le plus touchée par la chute de qualité de post années 20. Donc voilà, ces années-là, c'est le redémarrage de la boxe et de la grande histoire de la boxe. Et ça commence pour moi avec ce combat-là entre Barneros et Henry Armstrong. C'est le passage de flambeau d'une génération à une autre, littéralement. Et que ce soit dans la carrière des deux individuellement, mais aussi au sens symbolique, c'est le passage d'un chapitre de boxe à un autre chapitre de boxe. Et c'est pour ça que ce combat-là, au-delà de sa qualité in-ring, c'est pour ça que c'est un des plus grands combats de l'histoire. C'est parce que c'est un des combats qui a ouvert une nouvelle page et surtout un nouvel âge d'or. Et ce qui est considéré par beaucoup, et notamment par moi, comme le grand âge d'or de la boxe. Entre 1938 et 1955, alors avec un petit hiatus au milieu des années 40 parce que Seconde Guerre mondiale, mais voilà, pour moi, le grand âge d'or de la boxe, c'est vraiment les années 40 et les années 50, parce que c'est une seule et même génération qui va suivre pendant une quinzaine d'années, et même un peu plus. Et donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réflexions sur cette période. Alors moi, vas-y, j'ai juste une question en fait. Est-ce que tu peux nous citer rapidement, même si tu l'as fait, mais plus en détail, nous citer, on va dire, vraiment les combattants à aller voir en archive, tout ça, quoi. Chez les middleweight, Tony Zale, voilà, tous les combats de Tony Zale sont à voir. En plus, c'était vraiment que des guerres à chaque fois. Juste avant Tony Zale, il y avait aussi, donc Tony Zale, Tony espace Z-A-L. Z-A-L. L-E-S, pardon. Ah, non, Z-A-L-E. Ah, il a combattu contre Marcel alors. Ok. Effectivement, c'est la prise de titre de Marcel Cerdan. C'est le. D'accord. Et notamment sa trilogie face à Rocky Graziano. On parlera des deux combats. Et normalement, si je me trompe pas, les deux combats sont en intégralité sur YouTube, donc on pourra les recommenter. Les deux premiers combats sont parmi les plus grands combats de l'histoire de la boxe et ils sont très 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 hauts. De mémoire, ils sont dans le top 10 selon Boxing News. Donc voilà, attendez-vous à de la dinguerie. Mais ce sera dans très 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 longtemps, c'est vrai.
Et donc voilà, mais Tony Zell, Ok. sa période, son début de règne au début des années 40 est vraiment à voir. Freddy Steele, aussi dans middleweight. Alors, On en Fred, avait. Ouais, Freddy Steele, bon, un peu comme. Enfin, F, R, E, 2D, I, E, et Steele, S, T, merde. 2 E, L, E, qui est un gars très sous-coté. On en parle très peu à l'heure actuelle, mais Vincent l'historien, vous en avez parlé dans mon Qui est le GOAT middleweight qui date déjà de 2022, mine de rien. Ça commence à Freddy faire. Steele? Ouais, Freddy Steele. Et c'est un gars, ouais, c'est un combattant vraiment historique dans la division. Dans la période de chaos qu'ont été les années 30, c'est lui qui a réunifié le titre et surtout qu'il a défendu à 5 reprises. Donc en gros, le titre Undisputed, il l'a défendu à 5 reprises sur, je sais plus sur quelle période de temps. Voilà. Et sinon, en featherweight dans cette période-là, entre 1937 et 1955, Willie Pep. Ouais, si t'as pas vu, c'est un des gars qui a. Alors non, Harry Greb c'est avant. Harry Greb c'est avant, c'est les années 20. Et Willy bref. Pep. Ouais, Ok. Willie Pep, featherweight, légende, qui a eu une série d'invincibilité. Je sais plus quel a été son nombre de victoires, mais je crois qu'avant son premier combat de son duel mythique face à. Mince, j'ai un trou. J'ai mangé son nom. Ah merde. J'ai mangé son nom, je vais aller le retrouver. Donc Fight of the Year, tac. Voilà, Sandy Sadler. Sandy Sadler, ouais. Ouais, En 51. Avant même, hein, leur premier combat c'est 48 de mémoire. Leur deuxième combat qui est le combat de l'année 1949. Donc voilà, mais Willie Pep avant ça c'est un règne absolument historique en featherweight et surtout c'est une domination qu'on a très très peu vu dans toutes les divisions quoi. C'est une domination pugilistique avant tout qui était fabuleuse. Il a eu des séries d'invincibilité qui n'avaient aucun sens et surtout il a apporté à la boxe pugilistiquement comme peu d'hommes ont fait. Enfin, dans cette période-là, c'est vraiment une période de révolution pugilistique avec Sugar Ray Robinson notamment et il y avait aussi Willie Pep qui a apporté énormément Alors, à la boxe d'un point de vue qu'est-ce qu'il nous pugilistique. raconte, Rabat, le premier homme à avoir gagné Alors, un round 100 mètres de coupe? Ça, c'est une légende urbaine. Voilà, c'est la légende qui dit ça, mais en réalité, il a mis des coups dans ce round. Je sais plus dans quel round, de quel combat c'était, mais on a retenu ça, mais c'est Pep qui avait dit ça a posteriori je crois que c'était un combat sans image, mais au final, beaucoup de sources disent bien que voilà, il avait mis des coups dans un round. Alors, je vous conseille une chaîne, là, je viens de tomber dessus par hasard en tapant les anciens boxeurs. Alors, c'est Legends of Boxing in Color. C'est de la régalade, les mecs. Si jamais. D'accord. Ok, pas de souci. Legends of. Boxing Colors. Exactement. Donc voilà, et donc dans cette période-là, alors là pour le coup j'ai un peu un trou, donc je vais aller voir un peu je vais aller revoir mes sources, on va dire. Donc welterweight à mon avis, j'ai pas besoin de vous dire qui aller voir. Heavyweight pareil, hein, normalement vous savez de qui on parle. Du côté des lightweight, dans les années 40-50, Bojack. Voilà, Bojack, double champion, une série de combats légendaires face à Bob Montgomery. Voilà, rivalité absolument mythique, dont on reparlera aussi un peu plus tard. Lightweight, c'est aussi Ike Williams, un des plus grands lightweight de l'histoire, qui, pour Magazine, en 2021, avait été noté dans le top 5 des plus grands lightweight de l'histoire. C'est cette page-là. Il avait 4, je crois, non? Non, il l'avait en 54, ils avaient Pernell Whitaker. Tac, normalement. Hop. Ouais, c'est pas ouf, mais voilà. Ike Williams, c'est lui. Voilà, bon, pugilistiquement incroyable et il a une période, une très très belle période. Il a, voilà, légende, pareil, très très grand nom. Un peu plus bas en featherweight, featherweight j'ai déjà parlé, donc Willie Pep et Sandy Sadler qui sont à voir.
évidemment les pionniers de cette période. On peut aussi noter Joey Archibald qui lui sera le champion juste après Henry Armstrong, qui récupérera un peu les titres, qui récupérera les titres, qui les unifiera et qui les désunifiera dans la foulée. Et voilà, donc c'est un peu marrant. Jackie Wilson, qui était un très bon, face à qui Pep a récupéré son premier titre mondial. Non, pardon, c'est pas face à Pep qu'il a, mais ouais, Jackie Wilson aussi, très très bon. Et voilà, mais voilà. En priorité, c'est Willie Pep et Sandy Sadler. Bantamweight. Alors, Bantamweight, ce sera plutôt les années 50 où il y a vraiment eu des trucs. Une période de folie. Dans cette période, c'est Manuel Ortiz. Manuel Ortiz, c'est légendaire. C'est mythique. Pareil, on en avait parlé avec Vincent dans le Qui est le GOAT Bantamweight, qui pareil date de 2022. On en avait longuement parlé de Manuel Ortiz, qui est le recordman de défense de titre dans la division, avec 19 défenses de titre sur 2 règnes, une rivalité en prise de titre légendaire face à Lou Salica, et une très belle rivalité face à Harold Dade, face à qui il avait perdu puis récupéré le titre. Et ensuite, alors c'est pas lui le premier champion portoricain? Non, c'est Sixco Escobar. Ah oui, Sixco Escobar. Enfin, Sixco Escobar. Pardon. Sixco Escobar, c'est plus fin des années 30. C'est un peu la génération Barneros en fait. C'est pour ça que je le mets pas. Mais Sixco Escobar, pareil, j'en ai parlé dans Qui est le GOAT, mythique, absolument mythique. Et donc. Alors, même si pour ma part, la période des bantamweight que j'adore, c'est vraiment la période juste après, c'est vraiment la période de la fin des années 50, avec notamment Alphonse Alini, qui a été au sommet de cette génération avec bien d'autres gars. Mais le gros problème de cette période, c'est qu'en fait, je fais une petite aparté sur cette période parce que je l'adore, mais le truc, c'est que cette période, elle était tellement relevée, c'est que à la différence des années 20, par exemple, en bantamweight, qui est reconnue comme la plus grande génération de bantamweight de l'histoire, mais à la différence de cette période-là notamment, la période de la fin des années 50 en bantamweight, c'était tellement relevé quand ça en était devenu un panier de crabes, vraiment, littéralement un panier de crabes. Les gars étaient tellement forts qu'ils se tiraient tous vers le bas plutôt que de tirer vers le haut. C'est quand même assez fou. Et en fait, aucun n'est vraiment ressorti vainqueur de cette génération. Jusqu'à le règne de Eder Joffre, mais Eder Joffre, c'est plus la génération juste après, quoi. C'est pour ça que là aussi, je le compte pas vraiment dans la génération de la fin des années 50. Et du côté des flyweight, alors là pour le coup, côté flyweight, j'ai aucune référence qui me vienne en tête dans cette période-là. Ouais, en fait, un peu la seule division qui est un peu à part dans cette période d'âge d'or, c'est la division flyweight qui a pas vraiment eu de grandes légendes à proprement parler. Mais le truc qui est très important, c'est que dans cette génération de flyweight, c'est à partir de là que la NBA, donc la National Boxing Association, qui s'occupait de l'organisation des championnats du monde dans les États-Unis de manière générale, va commencer à s'exporter. Et c'est à partir de cette période-là qu'elle va commencer à devenir la WBA. Elle changera de nom qu'en 64. En 64 de mémoire, mais c'est à partir de cette période-là, dans cette division flyweight, que la NBA va commencer à s'exporter, à avoir des champions du monde japonais, argentins, etc. C'est à partir de là que la boxe va aussi s'ouvrir et se mondialiser. C'est à partir de cette période-là, et ça a commencé par les flyweight. Je suis en train de vérifier 2-3 choses sur Bojack. C'était quand même assez Tysonesque, ce qu'il nous faisait. Ouais. Ah oui, incroyable. Mais bon, puisque tu n'en as pas parlé, il faut quand même se rencarder sur la catégorie mi-lourd, bien évidemment. Mais je garde le meilleur pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin parce que les années de 1937 à 1955, c'est l'âge d'or des light heavyweight. Dans cette période-là, il y a que des dingueries. Alors, plus j'y réfléchis et plus je trouve quand même que la génération 1917-1927, elle a ses arguments. Mais dans l'imaginaire collectif, non, mais au sein des historiens de boxe, il y a un certain consensus pour dire que la génération des années 40-50,
c'est la meilleure génération de l'histoire la meilleure période de l'histoire des light heavyweight. Voilà, bon, notamment cette période qui commence avec Billy Conn. Voilà, Billy Conn qui est surtout connu pour son duel mythique dont je pense qu'on reparlera à plusieurs reprises. Ce Conn, ça s'écrit comment à la fin, pardon? CO2N. Bon, qu'on connaît surtout par son duel mythique face à Joe Louis, mais qui était avant tout une légende de la division light heavyweight qui a su, légende de la division light heavyweight. Ce serait trop long à tout expliquer. Voilà, notamment grand duel face à Gus Lesniewicz. Voilà, pardon, j'ai toujours du mal avec ce nom. Billy Conn, the Pittsburgh Kid. Exactement. Et après, évidemment, dans les années, à la fin des années 40, c'est quelle génération? C'est Eddard Charles, c'est Archie Moore, c'est Joey Maxim, c'est Patling. Attends. Ah putain, non, je confonds toujours avec Patling Levinsky. Ah, comment il s'appelle déjà? Ah merde, j'ai mangé son nom. Quelle honte. Quelle honte. Ça devrait être inadmissible, des trous de mémoire comme ça en plein live. Ah non, c'est inadmissible, c'est horrible. Harold Johnson aussi, très très grand nom de la division light heavyweight de l'époque, notamment immense rivalité très très longue face à Archie Moore. Et le dernier, Johansson, c'est ça? Non? Jimmy B. Vince. Putain, Jimmy B. Vince. C'est Harold Johnson et Jimmy B. Vince. Voilà, ça y est, Jimmy B. Vince qui est un des plus grands rois sans couronne de l'histoire, qui a en fait œuvré entre les light heavyweight et les heavyweight, qui a affronté tout le monde, qui a une rivalité mythique face à Eddard Charles, grande rivalité face à Jersey Joe Walcott aussi en heavyweight, si je me rappelle bien. En tout cas, il y a un combat assez mythique entre les deux. Enfin voilà, Jimmy B. Vince, pareil, légende de la division light heavyweight. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette génération. Et voilà, peut-être rapidement ça. Vis-à-vis des heavyweight, c'est une belle période. Malgré tout, c'est une belle période, mais le truc c'est que toutes les personnalités dans cette période-là sont tellement écrasées par Joe Louis qu'en fait on s'en rappelle pas. Et j'avoue que même moi, j'ai du mal à me rappeler de plusieurs noms dans cette période dans cette période. Enfin, dans la période des années 40. Même si en fait le début des années 50, c'est vraiment cette période très spécifique entre 48-49 et 1955. C'est les 6 plus grandes années de l'histoire de la boxe heavyweight pour moi. Vraiment, c'est ça entre la plus grande rivalité de l'histoire de la boxe heavyweight entre Eddard Charles et Jersey Joe Walcott, entre les derniers combats mythiques de Joe Louis, entre le run légendaire de Marciano. Enfin voilà, et surtout Marciano, pour moi, c'est lui qui conclut cette période âge d'or avec son combat face à Archie Moore, sa retraite. C'est vraiment ce point-là qui va amorcer une petite chute de la boxe au sens large. Et c'est un peu dans cette période 1955 que commencera la période un peu une nouvelle fois de flou artistique, un peu injuste une nouvelle fois, qui durera un peu jusqu'à Muhammad Ali. Mais voilà, un peu injuste parce qu'en heavyweight, il s'est passé quelques belles choses, notamment avec Floyd Patterson, sa trilogie avec Marion Johansson, etc. La période des bantamweight que je vous ai évoqué. J'ai oublié de noter chez les welterweight. Évidemment, il y a Sugar Robinson et surtout il y a Kid Gavilan. Voilà, Kid Gavilan, c'est des combats de fou, un petit peu oubliés, mais Kid Gavilan, c'est légendaire également. Qui est probablement le plus grand boxeur cubain de l'histoire, qui a beaucoup d'arguments pour. Et voilà. Alors, en fait, Patterson, c'est la génération juste après. C'est pour ça que je l'ai pas noté. C'est pour ça que je l'ai pas noté. Patterson, c'est la génération juste après. C'est clair qu'il ne faut pas l'oublier. Je te rejoins totalement, The Bee. Bah oui, non mais oui, pareil. Enfin, Patterson, si vous me connaissez, vous savez très bien que pour moi, c'est un des 10 plus grands de l'histoire. Au-dessus de Iron Mike, au-dessus de Jack Dempsey, au-dessus de Max Schmeling et d'autres. C'est pas banal. C'est vraiment, vraiment pas banal. Et juste pour,
Juste pour dire, mais c'est lui le premier champion, le premier triple champion heavyweight, hein, c'est lui. Hein. Les cartes disent pas ça, mais c'est lui. Hein. Voilà, c'est quoi, c'est combat face à James. Oh putain, non, c'est pas ça. Oh, je confonds encore une fois. Contre Ellis. Contre Jimmy Ellis et contre Jerry Query, faut pas oublier que c'est des vols. Hein. Les 3 combats, Patterson les gagne. De toute façon, dans tous les cas, c'est le premier double champion déjà. Déjà, c'est le premier double champion, mais c'est surtout le premier triple champion. Je suis désolé. Officiellement, non, mais quand on regarde bien, putain, ouais, il gagne contre Jimmy Ellis. Hein. Et même avant ces 2 combats face à Jerry Query, il les gagne. Je ne veux rien entendre. Un combat de. Je sais pas s'il est dans ton top, mais son combat contre Georges Chuvalo. Oui, non, mais ça, c'est 65. Ouais, 65, combat d'année Tu vas voir 65. face à Chuvalo là. Mais Chuvalo, c'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Alors, je sais plus s'il y a énormément d'images, mais enfin, ouais, mythique face à Chuvalo. En tout cas, là, j'ai une image. Ouais, 62. Ouais, si. Ouais. Ouais. Mais numéro 62, son combat face à Georges Chuvalo. Donc voilà, on va en parler, on va kiffer. Hein, parce que c'est génial. Apparemment, ça aurait été le fight de l'année, c'est ça? Oui, c'est ça, combat de l'année 65. Ouais, pardon. 10 rounds de mémoire. 10 rounds, mais au bout de l'enfer. Même si, malheureusement pour Chuvalo, même si je pense qu'il s'en fout un peu de ce que je pense, l'image qui me reste de lui, c'est ce déchaînement de violence qu'il prend contre Foreman. Non, mais ça, c'est évidemment. C'est une évidence. Et avant ça, face à Joe Frazier aussi, c'est un déchaînement de violence. Hein. Et il ne tombe pas. Hein. Il ne tombe pas. Il n'a jamais été knockdown de toute sa carrière officiellement. Alors, il y a son combat face à l'Argentin, je crois. Ouais, c'est l'Argentin dont j'oublie tout le temps le nom, qui a notamment affronté Oscar Bonavena. Ouais, il y avait une polémique initiée par le camp Bonavena que je sais plus à quel round il aurait mis un sale coup à Chuvalo et que Chuvalo serait tombé, mais il n'aurait pas été compté. Enfin voilà. En 60, le KO terrible qu'il met à Johnson. Oh. Ah oui, Patterson. Ouais. Ouais, oui, enfin, je pense que le gros crochet du gauche là. Celui dans le combat revanche, 5 rounds magnifiques et le crochet gauche vers le coin là. Un des plus beaux crochets gauche de l'histoire de la boxe. Je ne veux rien entendre. Il est magnifique. Ah, c'est clair. Il est magnifique. Ouais, même le troisième combat, c'est un des plus grands combats de l'histoire des heavyweights, hein, avec notamment le plus grand premier round de l'histoire des heavyweights. Je ne veux rien entendre. Le plus grand premier round. Hein. Bon, voilà, si les spectateurs et les téléspectateurs vous pensez avoir tout vu, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses encore à regarder. Hein. Mais même moi qui commence à bien m'y connaître, je suis convaincu que j'ai pas tout vu. Hein. Je suis convaincu d'être loin d'avoir tout vu. Hein. Voilà, Bon voilà, de mon côté, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette période et donc sur le combat, sur le sujet principal de la vidéo de base. Okay. Dylan, moi j'ai envie de t'écouter parce que je pense que Loman et moi, on en a suffisamment parlé sur le live du Capitaine. Voilà, Benavidez Morel, Fulton Figueroa, Cruz Fierro. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu en retiens? Alors j'étais présent chez le Capitaine. Oui, il est venu à un moment donné, Sando. Pour ça, tu as dit Dylan, un abonné de chez moi. Oui, mais je vais, ouais. Et j'ai suivi toute la. Enfin, je suis arrivé à la fin de Ramos contre Rosario, c'est ça? Ouais. Exactement. Et j'ai pas loupé le combat de Pitbull Cruz, hein, évidemment. Combat de Zinzolin. Ah ouais, c'est clair. Un super fight au dog. Franchement, moi, c'est ce que j'avais dit dans le chat du Capitaine. Ils auraient dû mettre match nul. Ouais. Alors moi, je crois que je sais plus ce que j'avais donné exactement comme scorecard, mais moi, je crois que j'avais. J'avais Isaac devant moi, un petit peu. Ouais, j'avais Isaac, j'avais Cruz légèrement devant. Mais le 10e, je me souviens très bien. Je sais que j'avais mis en 10-10, mais le reste du combat, je sais plus comment j'avais scoré. Non, mais tu vois, tu mets match nul ou tu mets Isaac Cruz par split decision, tu vois, tu mets un résultat qui appelle une revanche, quoi. Ouais. Tac. Salut, Wawa. Salut à toi. Ah, t'avais Fierro devant, toi, Wawa?
C'est serré. Voilà. Enfin, pour moi, ce qui a fait la différence dans ce combat, c'est la effective aggressiveness. C'est clairement Cruz qui avait les coups les plus significatifs, qui paraissaient les plus efficaces, qui avaient le plus d'impact. Donc voilà, pour moi, je vois l'argument de Fierro. C'est vrai que pour Fierro, c'est vrai que c'est lui qui envoie le plus de coups. C'est vrai que c'est lui qui est un peu plus actif au global, mais je le trouve un peu. Enfin, je crois qu'il est un petit peu moins précis. Je crois qu'il touche un petit peu moins. Et voilà, vraiment en termes de significant strike, enfin en termes d'effectif aggressiveness plutôt. À part le troisième round où les 40 dernières secondes sont complètement folles. Ben c'est. Ouais, il manque d'impact et on voit qu'il a fait mal à Cruz, qu'on voit que Cruz n'était pas bien dans les derniers rounds, qu'il avait plus qu'il avait plus grand chose dans le gas tank. Mais Fierro a pas réellement su, réellement su aller au-dessus dans l'intensité, dans la puissance, etc. Prochain combat, Dylan? Alors après, c'est Fulton, quoi? C'était Figueroa Fulton? Ouais, Fulton Yes. Figueroa. Bah, moi, il m'a fait mentir. Moi, j'avais dit Figueroa entre le 8 et le 10. Je voyais Fulton. C'est là que tu vois quand même le monstre absolu qui est Inoue, quand même. C'est ça. Ça remet en perspective sa défaite face à Inoue. Hein. Tu sais, c'est un peu comme Dubois et Usyk, en fait. C'est-à-dire que c'est là que tu vois que les mecs ont un talent. Parce que Inoue, il n'a pas juste mis KO Fulton, il l'a ringardisé. C'est ça. Là, il a mis une masterclass dans son domaine. Posez-vous 2 secondes. Si on fait un autre combat, Inoue Fulton, qui gagne? Inoue KO. Inoue KO, pareil. Hein. Fulton ne peut pas faire mieux. Fulton peut-être qu'il peut apporter quelques ajustements, mais il pourra pas tenir. Je vois pas qu'il peut faire 12 rounds. Hein. Parce que là, c'est quoi qu'il peut faire comme ajustement concrètement par rapport au pré-combat? C'est mettre plus de pression à Inoue. Mais le truc, c'est parce que là où il est efficace, là où Fulton trouve ses ouvertures, trouve ses coups significatifs, c'est quand il met la pression à Inoue. Le truc, c'est que quand tu mets la pression à Inoue, tu vas te prendre des contres, mon gars. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc même si Fulton, il va plus en mode pressure fighter, il va finir par se prendre un compte et se faire knocker. J'ai adoré les chaussures à la 50 Cent de Caterpillar ou les Timberland de Fulton. Là. Fulton est un des boxeurs les plus charismatiques à l'heure actuelle. Avec le short en jean à l'américaine. C'est un des gars qui a le style. Dans le ring, il a que des tenues de ouf. J'ai eu une pensée pas terrible quand je l'ai vu habillé comme ça. J'ai dit il y a un côté Village People. Ah non. Ok. Moi, je reviendrai après. Là, c'est spécial Dylan. Alors là, je suis pas d'accord. Wawa, Figueroa a fait du Figueroa. Figueroa était excellent. Il a fait ce qu'il fallait. C'est juste que voilà. Et moi, j'avais match nul. Moi, j'avais scoré. Je l'avais dit en live. Pour moi, j'avais scoré le combat match nul. Ah, moi, j'avais Fulton devant. Ouais, mais c'est légitime aussi, mais ouais, pour moi, je voyais match nul. En fait, ce qui pourrait me faire passer du côté de Fulton, c'est que le 12e round, je l'avais donné à Figueroa, mais franchement, Fulton a un gros argument pour ce 12e round. Mais par contre, les cartes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le point noir de la soirée. C'est ça, c'est le point noir de toute la soirée. Les cartes sont scandaleuses. Elles sont scandaleuses, vraiment. C'est absurde. Ouais, ça crée un débat. C'était des cartes Canal Plus ou quoi, les gars? Ah non, mais c'est. Mais par contre, je suis pas d'accord pour dire que Figueroa était pas à son meilleur. C'est juste qu'il était face à un gars qui pouvait lui résister. Bah c'est ça, pour moi, il était vraiment au top, quoi. Ouais. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais hier chez le Captain Sendo. C'est vrai que Fulton, il était mastoc hier. Hein. Ouais. Carrément, ouais. Carrément. Ouais, il s'est bien adapté à la Featherweight Division. Hein. Putain. Mais pas combien il réhydrate, mais. Ouais. Mais alors, oui, il n'avait pas combattu depuis son combat face à Magdaleno, mais je suis désolé, face à Magdaleno, il est bien plus dans le mal. Hein. Il galère bien plus. Oui, il lui met KO, mais il galère bien plus face à Magdaleno. Hein. Et il est bien moins sharp face à Magdaleno. Là, face à Fulton, sur le début de combat, il est très bon pour Figueroa, il fait les bons ajustements. Oui. Fulton est meilleur, mais le truc, c'est que Fulton est meilleur dans ce domaine. Là où Figueroa prend ses rounds, c'est dans son style, sauf que Fulton, c'est très bien à manœuvrer son style. Vraiment, le Fulton dans le corps à corps et le clinch, il est incroyable. Incroyable. Il est incroyable. Voilà. Et
Et enfin, c'est là où je suis pas d'accord avec enfin, dans un sens, je suis pas d'accord avec le capitaine, c'est que oui, Fulton est en réaction, sauf que c'est lui qui met le plus de coups, enfin peut-être pas le plus de coups, mais qui en termes d'effectif aggressiveness, c'est lui de très loin. En termes de significant strike, peut-être qu'il y a un très léger avantage pour Figueroa. Sur les 8 premiers rounds, le ring general chip est clairement pour Fulton, c'est lui qui contrôle l'espace du ring, et c'est Fulton qui a l'avantage au niveau de la défense. Donc voilà, la performance de Fulton est très propre. Après, ouais, je suis déçu dans un sens, je suis déçu que Fulton l'ait gagné parce que dans le boxing business actuel, ça veut dire qu'on n'aura pas de trilogie. Que c'est très probable qu'on n'ait pas de trilogie, et c'est dommage parce que moi je veux revoir un combat. Moi, je pense pas qu'il y aura trilogie. Après, voilà, tout est possible. Donc, tant que rien n'est fait, tout est possible. Donc, pour vous, la suite. Alors, attends, je voulais juste. Excuse-moi, mais c'est juste pour répondre à Azabi. Mais ce qui est très chelou, c'est que c'est que des boxeurs PBC. Il n'y a que des boxeurs PBC dans le tas. Fulton et Figueroa, c'est 2 gars PBC. 100% PBC. Morel Benavidez, c'est 2 gars purement PBC. Donc vraiment, les cartes sont incompréhensibles. Je ne comprends pas. Et même quand on prend l'argument de la corruption, mais c'est corruption pourquoi en fait que soit l'un qui gagne ou l'autre qui gagne, la promotion y est vainqueur. Ouais, la promotion gagne dans tous les cas, quoi. C'est Phil, je gagne, pas super, quoi. Ouais. Après, est-ce que Fulton n'est pas plus vendeur aux États-Unis que Figueroa? Ça me surprendrait. Je pense. Non, moi je pense ça. D'accord. Il a un petit succès sur les réseaux, Fulton. Juste pour vous, avant de faire le dernier combat. Ouais, le main event. Alors, quelle est la suite pour Ramos? La suite pour Isaac Cruz et son adversaire, Fierro, c'est ça? Ouais. Et la suite pour Fulton et Figueroa. Vous avez 5 minutes. Non, tu as 5 minutes pour commencer. Vas-y, parle. Ah, mais moi, je vous pose la question. Moi, je ne sais pas, c'est pour ça. Dylan? Ouais, Dylan, faut que je réfléchisse un peu. Moi, il faut que je réfléchisse un peu. Donc, Dylan, qu'est-ce que tu as en tête? Ramos, honnêtement, j'y ai pas réfléchi. Je saurais pas te dire. Je coupe 2 secondes mon micro. Putain, à un moment, on lui demande de... Ouais. Si tu peux développer Sendo sur quelque chose. Moi, il y a 2 possibilités pour Pitbull. C'est soit la revanche face à Fierro, soit la revanche face à Valenzuela. Si Valenzuela gagne face à Russell, et quoi que, ouais, en fait, c'est soit la revanche face à Fierro, soit le title shot. Voilà. Ok. Et le title shot. Et franchement, un Isaac Cruz contre Gary-Antoine Russell, j'ai très envie de voir ça. J'ai très envie de voir ça. Quoi qu'il en soit, du lourd ça peut que être du gros. Pour Ramos, j'ai quand même je suis quand même pas convaincu par Ramos personnellement. Il est bon, il sait bien s'adapter, il sait bien s'adapter, il est toujours très bon techniquement, mais je saurais pas te dire quoi, mais je trouve qu'il manque un truc pour vraiment performer au plus haut niveau de la division, même en middleweight. Quoique, ouais, performer au plus haut de la division, être top 10, je le vois bien, mais je vois difficilement être champion. À la limite, face à un Erislandy Lara, pourquoi pas, mais face à un Gianni Beck ou face à un Shiraz, je le vois pas du tout les battre. Okay, sinon, comme l'a dit Wawa, sinon peut-être essayer de monter un autre boxeur PBC en la personne de Hernandez. Pourquoi pas, ça peut être un bon choix de matchmaking. Et Fulton Figueroa. Figueroa, c'est une très bonne question parce que je vois pas ce qu'il peut faire actuellement. C'est le point d'interrogation. Là, c'est le gros point d'interrogation parce que là, pour le title shot, si c'est pas contre Fulton, c'est mort. Parce que WBA, c'est chez Matchroom et donc chez Turquie. Et les 2 autres, c'est chez Top Rank. Que ce soit Angelo Leo ou Rafael Espinoza, c'est chez Top Rank. Et
ma théorie, enfin, je pense personnellement que Espinoza va monter de division et laisser sa ceinture vacante. Et la ceinture vacante devrait se jouer face à avec Bruce Carrington, qui est aussi un boxeur top rank. Donc voilà, donc là, deux possibilités, soit la montée, soit la trilogie avec Fulton, ce qui n'aurait pas le plus de sens. D'autant que quand il nous parle de Vargas, c'est lequel de Vargas? Mais quel intérêt? Franchement, moi c'est bon. Moi je voulais voir ce combat-là. C'est lequel de Vargas? Ray Vargas. Ah, c'est Ray Vargas. Ouais, Ray Vargas. Okay. Mais honnêtement, moi je voulais voir ce combat-là parce que Vargas avait la ceinture. C'est uniquement pour ça que je voulais voir ce combat-là, parce que honnêtement, Figueroa, il te plie Vargas en 4. Il n'y a pas match, j'en suis convaincu. Alors peut-être que Vargas fait des rounds, je dis pas, mais pour moi, Figueroa, il est meilleur que Vargas. Okay. Pour moi, Vargas, il est certes beaucoup plus grand que Fulton, mais il est moins bon que Fulton, sur tous les domaines. Okay. Et surtout dans l'inside game. Donc, Et il a déjà été assez châté d'avoir le match nul face à Nick Ball. C'est ça. En tout cas, moi, il me semble que vous aviez critiqué le combat Nick Ball-Ray Vargas. Je ne sais plus si c'était... c'était avec JR. C'était JR. Bon, plus le temps passe, plus je suis indulgent, on va dire. Voilà. Mais le truc, c'est que j'aime pas Vargas. Mais en fait, le gros problème, c'est que dès qu'il y a Vargas dans un ring, je suis très critique parce que je ne l'aime pas du tout. Je suis un gros hater de Vargas. Sincèrement, le Nick Ball-Ray Vargas, c'était vraiment un super combat. Je me suis pas ennuyé une seconde et voilà. Bah, si JR, tu nous regardes, si tu as l'occasion de... Ouais. Et du coup, moi, je l'ai pas vu. Salutations à JR. Vas-y. Ouais. J'ai pas vu le combat. J'étais pas encore connecté à ce moment-là, mais vous en avez pensé quoi du coup de Hernandez, le point moyen là, le cubain. Pas vu non plus. J'ai pas vu non plus. Donc. C'était le dernier de la prélim, c'est ça? Non, c'était avant. Non, le dernier de la prélim. Moi, j'ai vu la fin du dernier de la prélim. Et donc. Oui, et pour Fulton, du coup, quelle défense de titre? Là encore, bonne question, parce que là, le roster PBC en featherweight, il est pas énorme. Hein. Ils ont qui c'est qu'ils ont là, concrètement, à part faire le combat face à Vargas. Face à Ray Vargas, j'avoue que là, il y a, dans le top 10 de vrais match-up intéressants, il y en a pas vraiment de chez PBC. Donc voilà, soit c'est le combat face à Vargas, soit ils essayent de s'exporter, de ramener d'autres gars. Sinon, Nick Ball, il est toujours là, Nick Ball? Ouais, mais il est chez Matchroom. Donc c'est ça, quoi. Il peut y avoir négociation ou quoi? Disons que c'est pas la première des options pour PBC de négocier. Hein. Ouais. S'ils peuvent faire fonctionner leur économie uniquement en interne, ils le font. Hein. Sinon, qui c'est que donne le classement WBC? Au classement WBC, Bruce Carrington est mandatory, mais le truc c'est que Bruce Carrington devrait très certainement combattre pour la ceinture WBO et il est chez Top Rank, donc c'est pas la première option. Okay. Nathaniel Collins, alors connais pas, numéro 3 au classement WBC, invaincu en 15 combats. EBU Silver. Il est chez qui? Il est chez Frank Warren. Peut-être que Frank Warren est un peu plus. Peut-être que PBC serait un peu plus en position de force avec un Frank Warren, donc pourrait un peu plus facilement. Ouais. Mais ouais, il y a pas beaucoup d'options. Affaire à suivre. Il y a pas beaucoup d'options attirantes pour Fulton. Hein. Le main event. Alors juste avant, peut-être on restait sur le. Là, sur la suite de Fulton, est-ce que Castro a combattu Carlos Castro, sinon. Hein. Là, actuellement, Carlos Castro, il est numéro 4 WBC. Le premier combat était très serré. Il a fait un peu polémique. Ça peut être une bonne option. Hein. Voilà. Okay. Et donc voilà. Dylan, tu voulais dire un mot sur les suites de carrière de tous des protagonistes qu'on a évoqués? Non, parce que je peux pas dire grand chose de plus. C'est toujours le problème avec les boxeurs PBC, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, ce que je veux entendre sur le main event, c'est la parole de Dylan. Alors, Dylan, Benavidez Morel, vas-y.
Ta champ libre. Bah écoute, j'avais fait un prono du cœur en disant Morel par arrêt tardif. Bon, même si je m'attendais plutôt à un Benavidez à la décision, par contre, je ne voyais pas Benavidez allonger Morel. Je croyais en son menton. Et bah, j'ai eu raison parce qu'il en a quand même plus de bonnes. Ouais. Et puis, Enfin, bon, pour les boxéos, ça frappe pas chez Benavidez. Donc voilà, dans un sens. Pour qui? Pour El Boxeo, le gars qui gère le Discord du Captain. Ah, ok. Bah, t'as pas écouté mon pétage de plomb qu'on a fait en fin de live. J'espère qu'il sera disponible un jour en avant-première en short. Ah, dès que possible. Hein. Dès que possible. Mais franchement, là, il m'a bien fait péter les plombs là-dessus. Hein. On a bien débattu. Ouais. Bah, sinon, disons que le combat était plutôt plaisant, même si moi, mon stream m'a fait la misère pendant les 5 premiers rounds. Donc, je les ai vus de manière un peu hachée. C'est pour ça que j'ai pas vraiment fait de scorecard parce que j'avais trop loupé sur les premiers rounds. Bah, il aura manqué un game plan, je trouve, quand même, à Morel. Ouais, c'est ça. Hein. Pas assez d'utilisation du jab si tu veux essayer de marquer des points. Et encore, il a progressé sur son jab. Hein. Par rapport à ses derniers combats, il a vraiment progressé sur son jab. Mais bah, il a quand même montré qu'il avait quelque chose, ce mec, quand même. Bah, c'est du lourd, hein, Morel. Hein. Oui, parce que là, il fait un step-up en termes d'adversité qui est monstrueux. Et moi, je maintiens que les deux à leur prime, moi, j'avantage Morel, perso. Ça l'avenir nous le dira. Hein, mais bon. J'espère tu veux pas lâcher l'affaire, toi? Non, je suis têtu. J'espère qu'on les reverra s'affronter d'ici fin 2026, 2027. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le meilleur scénario. Ouais, alors, pour être honnête, Benavidez, à mon avis, là, il devrait. Enfin, Benavidez, à mon avis, il va affronter le vainqueur du Bivol Beterbiev, pardon, du Bivol Beterbiev. À mon avis, ce sera encore Beterbiev. Et face à Beterbiev, en fait, pour moi, il sera face à une meilleure version de lui-même. Ouais, pour moi, Beterbiev, c'est beaucoup de qualités de Benavidez en encore mieux. Il a un meilleur jab, il a un meilleur contrôle de distance, il a de meilleurs contres. Il s'est incroyablement bien travaillé au clinch, Beterbiev. Au clinch et au corps à corps, il est incroyable. Voilà. Défensive, je trouve la défensive de Benavidez très sous-cotée parce que vraiment, revoyez le combat et juste, petit exercice, essayez de compter le nombre de coups que Benavidez part avec une garde ample, en ajustant sa garde. Enfin, pas vraiment en parade chassée, mais un peu sur la même philosophie. Il a une garde très ample, très large. Le truc, c'est qu'il sait parfaitement, il a une réactivité, pas au niveau de ses mouvements de tête, mais au niveau de sa garde. C'est incroyable sa réactivité. Et vraiment, le truc qu'il faudrait faire, c'est essayer de compter le nombre de coups que Benavidez apparaît avec sa garde. C'est incroyable. Et le nombre de coups aussi, parce qu'il était dans une grosse absorption défensive, c'est ça, non? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par absorber? Il a beaucoup absorbé, il a beaucoup. Tu vois, on pensait que Morel allait. Que Benavidez n'allait pas super bien défendre par moment, et à chaque fois, il réussissait. Ouais, c'est ça. Même quand il y avait les enchaînements. Le 12e round. Même dans les derniers rounds, et quand il y avait les enchaînements de Morel, quoi. Donc, le 12e round, le nombre de coups qui part, quoi. Le nombre de coups qu'envoie Morel est déjà fou. Ça, c'est à noter. Pour des light heavyweight, c'est un volume de fou des deux côtés. Mais le nombre de coups que Benavidez part, c'est incroyable. Ouais, et aussi à noter, Morel, excellente garde aussi. Hein. Enfin, lui, il a vraiment une garde très resserrée qui est très très efficace. Très 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 efficace. Vraiment à noter. Tout à fait. Bon, bah sinon, moi, par contre, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, parce que comme Sendo, je pense que Beterbiev va s'imposer le 22. Ouais. Je vais ressortir l'expression que j'ai sortie à la fin du combat, c'est-à-dire qu'un Beterbiev de 75 ans avec une canne et une sciatique broie Benavidez, j'en suis persuadé. Je pense que n'importe quelle personne capable de cutter à 175 livres ne peut pas jouer la pression face à Beterbiev. Beterbiev va lui rentrer dedans. Benavidez n'a jamais connu quelque chose de comparable. Je vous laisse. Je vais regarder Holyfield de Tyson numéro 3, puis je reviens après. Ah bah oui, effectivement, il va-t'en. Non, mais alors,
Je serais un peu moins catégorique que toi, Dylan, mais oui, je pense que, sur un pronostat, pour moi, Beterbiev, il est favori 80-20 face à Benavidez. Hein. Même le Benavidez qu'on a vu, c'est un peu énorme. Non, en fait, non, c'est parce que pour moi, Benavidez a très peu de chemin de victoire, en fait. Parce que vraiment, Beterbiev, pour moi, il est meilleur sur tous les domaines. En termes de jab, Benavidez se sert quasiment pas de son jab, mais il a un très bon jab. Mais la maîtrise des distances de Beterbiev, elle est exceptionnelle et son jab est exceptionnel. Les contres de Beterbiev, je suis sûr qu'il en passera une pelletée face à Benavidez. Le travail au corps de Beterbiev, il est flippant. Et contrairement à Morel, Beterbiev l'oubliera pas. Voilà, en termes de déplacement, je pense que Beterbiev à l'heure actuelle a des déplacements plus intelligents que Morel. Mais Morel a des jambes impressionnantes pour la Lightweight Division, mais je trouve pas que son footwork était des plus intelligents. Peut-être qu'il progressera là-dessus, je l'espère, mais pour moi en termes d'intelligence de déplacement, actuellement Beterbiev est largement au-dessus de Morel. Donc et c'est ça en fait. Pour moi, je pense que dans tous les scénarios, le combat est disputé. Je pense que dans tous les scénarios, Benavidez fait une bonne performance. Sauf 20% où il est blessé avant le combat ou pendant le combat où il est dans un jour sans quoi. Sauf les 10-15% de ce genre de cas. Mais sinon. Ouais, non, en fait, pour moi, Beterbiev est juste au-dessus. Il a trop d'armes par rapport à Benavidez. Il est trop adaptable. Donc voilà quoi, c'est. Mais vraiment pour l'instant, là, le seul qui pourrait espérer, qui stylistiquement peut espérer battre Beterbiev, et encore, je suis vraiment pas sûr, mais non, mais en fait, pour moi, en fait, ce que j'allais dire est complètement con, mais voilà, si Bivol refait le même combat qu'au premier, à la revanche, peut-être qu'ils peuvent lui donner les cartes par convenance, le petit Turkey privilege, on va dire. Mais ouais, sinon, allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous, puis à la prochaine. Ça n'ira pas au point de toute façon. Papy va mettre un KO. Papy. En attendant, Papy, il revient d'une blessure au ménisque et il prend le dessus sur un champion pound for pound à son prime. Bah voilà, ça c'est. Voilà, c'est quand même un Papy fait de la résistance. Complètement. Hein. Voilà, c'est. Et puis surtout, Papy, regardez les jambes qu'a le Papy après une blessure au ménisque. Hein. On retient que les jambes de Bivol, mais bordel, regardez les jambes de Beterbiev, hein. Son footwork, son ring cutting. Putain de merde, il y a des gars qui ont 25 ans qui n'ont pas d'aussi bonnes jambes. Hein. Tout à fait. Et donc voilà, c'est. On verra par la suite. Donc espérons pour Benavidez que Beterbiev décide pas de briser une dernière carrière avant de mettre fin à la sienne, quoi. Sinon, l'autre option pour Benavidez, il l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est un Zordo Ramirez. Stylistiquement, ça m'intéresse. Voilà. Stylistiquement, aussi, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ça va être un beau combat si ça se fait un jour. Ouais, pourquoi pas. C'est pas la première option, mais en guise d'option de secours, moi je suis en mode pourquoi pas. Ouais, Zordo, c'est la roue de secours, quoi. C'est un peu ça, ouais. Très bien, messieurs. Mais après, alors le truc qui m'inquiéterait, c'est si Benavidez en fait monte en cruiserweight par facilité en fait. C'est juste parce qu'il veut combattre et qu'il n'a pas envie de se faire chier avec un weight cut. Ça par contre ça m'inquiète, ça m'inquiéterait. Le vainqueur de Boatsy Smith aussi pour un peu unifier les ceintures intérimaires. Voilà, déjà que Benavidez a la ceinture WBC intérimaire et la ceinture World WBA qui est un peu une ceinture intérimaire, on va dire. Là, récupérer la ceinture WBO intérimaire, pourquoi pas. Mais personnellement, pour le vainqueur du Boatsy Smith, je serais plus partant pour un Yard. Pour un nouveau, pour un autre domestic fight, un Smith Yard, je paie tous les jours pour voir ça. Et même un Boatsy Yard, j'aimerais bien voir ça. C'est ça. Bon, et donc, une dernière réflexion sur ce sujet ou un autre Personnellement, je vais faire le tour. C'était une bonne soirée. Ouais.
Ouais, enfin, fantastique soirée. Fantastique, c'est clair. On passe à la suite rapidement. Quelle suite? Voilà pour. Ordre chronologique par rapport au temps. L'UFC Fight Night, rapidos. Ah, l'UFC Non Fight Night d'hier. Ouais. Je pense qu'on a tout dit sur notre live. Le live qu'on a fait hier soir. Franchement, moi, j'ai absolument rien à rajouter. La soirée n'était pas folle, hein, par contre, moi j'ai trouvé. Hein. Bah, c'est ça en fait. Ouais, le main event te sauve les meubles, hein, clairement. Ouais. Puis j'ai trouvé un super Michael Page aussi, enfin, dans le contrôle. C'est ça, mais très déçu. Ouais, mais franchement, le combat, esquive 15 minutes. Voilà, si vous voulez regarder ce combat-là, regardez le premier round et c'est marrant, hein, c'est bon. Vous avez pas. De toute façon, les trois rounds se ressemblent. Mais est-ce que Pavlovich Rosenstruik valait 15 minutes? Oh putain. Ouais, ben Rosenstruik qui fait encore. Qui fait du Rosenstruik, quoi, qui arrive il a pas avec fait aucun. grand-chose. Ah bah oui, non, mais ouais, c'est ça. Il fait du Rosenstruik. Il arrive avec aucun game plan et juste en essayant de contrer. Alors que le mec, il est meilleur en initiation. Ouais, Jairzinho Rosenstruik, je suis désolé, mais c'est un des combattants c'est un des combattants heavyweight les plus avec le fight IQ le plus bas. Même Derek Lewis est plus intelligent dans le fight IQ. Hein. C'est quand même pas banal. Tout à fait. Et en célébration de victoire aussi. Hein? J'allais dire en célébration de victoire aussi. La petite danse de Derek Lewis. On a perdu Sendo là. D'accord, j'avais pas capté. Ouais, d'accord, j'avais pas compris. En fait, je pensais que tu parlais d'un autre combat de la carte. Donc, par rapport à Derek Lewis, oui, tout à fait, je vois. Donc voilà. Je voulais juste revenir rapidos. Apparemment, il y a un retour de BSD, je sais pas si vous avez vu. Oh non. J'ai pas vu. UFC 314, je crois. Ah ouais. Oh là là. Oh putain, là par contre, je suis pas. Là, ça m'inquiète personnellement. Là, ça m'inquiète fort. Ça serait pour avril, de ce que j'ai vu, mi-avril, je crois. 314, effectivement, 12 avril. 12 avril qui devrait être la carte du Alexandre Pantoja contre Kakara France. Ça, par contre, j'ai envie de le voir. Jim Miller contre Chase Hooper aussi, très très cool. J'adore Chase Hooper d'ailleurs. C'est vraiment la relève. Qui se fait un peu Legend Killer depuis sur ces deux derniers combats du coup. Entre Clay Guida et Jim Miller, là, il se fait un peu Legend Killer. C'est ça. Dominic Reyes contre Nikita Krylov, ça me fait vraiment plaisir. Ça peut être sympa. Krylov, c'est terrible parce que ça fait quasiment 2 ans qu'il n'a pas combattu, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour cause de blessure ou autre, mais c'est terrible. Hein. Alors Krylov, disons qu'il a beaucoup de défauts, mais c'est un combattant très très fun. Et puis je voulais faire une petite dédicace, ça n'a rien à voir avec l'UFC. Il y avait l'Hexagone MMA juste après l'UFC. Parle-nous-en. Alors moi, du peu que j'ai suivi, je suis arrivé à la fin du combat de Walid Tandia. Ça s'appellera. Et en fait, en 25 ou 26 jours, en fait, le mec a combattu 2 fois, Walid Tandia. Donc, je voulais lui. Pas banal. Je voulais lui faire une grande dédicace et chapeau monsieur. Chapeau et puis, il y a eu le petit show d'Amin Ayoub avec les motocross, tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Je pense que son adversaire n'a pas été forcément à la hauteur des espérances. Voilà, on aurait voulu voir plus d'adversité face à Amin. Voilà, donc voilà. Et puis Amin a annoncé à la fin qu'il voulait la ceinture, donc il va rester en France et voilà, c'est bien. Voilà, maintenant il faut lui remettre des mecs comme Damien Lapillus et tout ça, quoi. Lui remettre des combattants comme ça, quoi. Ouais. Franchement, moi, un Minayoub contre Axel Sola, moi je paye direct. Hein. Ah là, j'aimerais beaucoup voir un combat face à Axel Sola. Bonne soirée, The Bee, à la prochaine. Ah ouais. Ciao. Et non, je suis pas d'accord sur ton dernier message, mais c'est pas grave. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour la suite. Et puis voilà. All right.
Pourquoi tu réagissais tout à l'heure, Sendo, quand tu disais s'attaquer le retour de BSD, c'est que tu trouves que c'est trop tôt? Ouais, c'est trop tôt. Dans ce sens-là, ouais. C'est ça. Même avril, c'est 7 mois après son dernier combat, mais même ça, c'est trop tôt. Hein. Mm. Alors bon, par contre, il n'y a rien de noté sur le site UFC, donc ouais, là, je saurais Je pas ne vous sais pas dire. si c'est officiel, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Ouais, il y a une rumeur, mais bref. Mais d'autant que je pense qu'il lui faut plus de temps quand même pour s'adapter au clan Nicolas Haute. À la team Nicolas Haute, je pense qu'il lui faudrait quand même plus de temps parce qu'il l'a rejoint il y a quoi, 3 semaines maintenant. Enfin, du moins, il a officialisé le fait que Nicolas Haute devenait son head coach il y a 3 semaines. Yes. C'est. Ça fait tôt. Ouais, ça fait tôt, quoi. À mon avis, il faudrait. Ouais, c'est ça, en fait. Pour moi, avril, c'est le temps. Enfin, janvier, avril, c'est le temps d'adaptation minimum pour. Voilà, hors training camp, hors fight camp, on va dire. Donc voilà, pour moi, l'officialisation d'un nouveau combat devrait pas se faire avant avril, justement. L'officialisation, donc 2 mois avant le combat, en gros. L'histoire de laisser une vraie prépa. En espérant qu'il ne relaisse pas 10 ans d'espérance de vie dans l'octogone. Mm. Ouais. Parce que franchement, la dernière fois, ça faisait mal à voir. Ah, c'était une tristesse. Hein. Bon, même si Moïcano, en fait, même s'il faut surtout saluer la performance de Moïcano qui est venu, mais comme en patron, quoi, qui est venu comme il fallait. Exactement. Voilà. Il a fait la meilleure. Et un deuxième mec qui bat BSD et qui a Islam juste derrière. Mm. Ouais, qui perd par Darkshock aussi. Oui. Alors, c'est lui, il me semble que c'est lui qui amène Maka au sol, c'est ça? Je sais plus. Honnêtement, ça m'a pas Et marqué. et directement derrière, voilà, c'est. Alors directement, non, je crois qu'il y a 3 minutes de séquence au sol, mais bon, c'est. Voilà, au moment où il semble y avoir un scramble, Moïcano fait une erreur de positionnement, il n'a aucune responsabilité défensive. Il y a le boulevard pour la Darkshock. Et en fait, c'est ce que Makhachev. Là, Makhachev nous a fait une Chimaev, en fait. Il a laissé l'opportunité du scramble pour que Moïcano bouge et laisse des erreurs. Et en fait, il avait parfaitement anticipé la Darkshock. Hein. Là, il a fait du smash. Il a vraiment fait du smash à proprement parler. C'est ça. Bon, du coup, c'est officialisé Islam contre. Merde. Contre Topuria, non. Pour l'instant, j'ai rien vu d'officiel. Ouais. Non, là, sur le site UFC, les quelques dates. Enfin, ouais, les dates les plus lointaines, ça va jusqu'au 31 mai. C'est des Fight Night et il n'y a pas de. Il n'y a aucun combat d'annoncé, quoi. La rumeur dit que ce serait pour l'UFC 316. 316, donc c'est ce serait juin. Ouais, ce serait quand même dans un petit temps. En tout cas, ça serait bien. Ça serait bien à voir ça. Ouais, ce serait super. Bah, si Topuria le fait, le mec il serait sur un run. Back to back. La meilleure back to back victory de l'histoire. Hein. Volkanovski, Holloway, Makhachev. Mettre fin au plus long règne lightweight de l'histoire. Enfin, en tout cas, au plus dense, avec le plus de défense de titre. Ce serait historique, hein, à proprement parler. Ça va être pas mal. Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs? Ce serait quoi votre prono? Je préfère largement Topuria. J'aimerais que Topuria fasse, mais je pense qu'en lutte, grappling, Topuria est grandiose. C'est son background, certes, mais je pense que Makhachev est plus technique dans ce domaine-là. Je pense que Topuria est un très gros featherweight, mais Makhachev est un très gros lightweight aussi. Donc à mon avis, la différence de poids serait pareil que sur un normal featherweight, normal lightweight. Donc ouais, je verrais quand même Makhachev l'emporter. Alors comment, je sais pas, faudrait que je fasse une analyse concrète.
Voilà, en striking, ce serait intéressant, mais malgré tout, Topuria, c'est 1000 fois plus beau ce qu'il propose en striking, notamment en anglaise. Mais le truc, c'est que Makhachev, c'est une efficacité qui est grandiose aussi. Mais après, Topuria, c'est aussi efficace, quoi. C'est beauté, c'est l'adage ultime. Voilà, c'est beauté technique et efficacité. Donc, 50-50. 60-40 Makhachev. Et ça me fend le cœur de dire ça. Ah oui, toi, c'est vrai que t'es pas le plus grand fan d'Islam. Toi. Ouais. Et je suis un grand fan de Topuria depuis quelques temps maintenant. Ouais, depuis son combat face à Bryce Mitchell, je suis définitivement monté dans le train Topuria. D'ailleurs, Topuria Volkanovski, c'est un des rares combats où je me suis levé pour regarder. Bon, moi j'étais pour l'Australien, mais. Ah putain, la douche froide ce combat. Ouais, je l'avais fait en live au moment des faits et c'était la douche froide. Je ne savais pas comment finir. Je t'ai regardé 2 fois en live sur Volkanovski, les 2 fois il a perdu. Donc, Ah putain, c'est terrible, hein, la malédiction. Ah, j'avais vu Topuria et Islam 2. Là, Ouais, actuellement, Makhachev, pour moi, Volkanov. Actuellement, pour moi, le combat qui me botte le plus là, dans le futur rapidement, ça va être le Dan Hooker contre Justin Gage. Oh putain, on va en parler de ça. Et j'en ferai une grosse preview parce que ça va. C'est super intéressant. Même en termes d'analyse, c'est super intéressant pugilistiquement. Carrément. Donc ouais, c'est le combat qui me botte le plus là actuellement. Ça sera pour quand déjà limite un combat BMF limite. Ça sera au 313 avec Alex Pereira en Calef. C'est ça sera le main event. Mais oui, ça fait clairement. Voilà, c'est clairement un combat qui aurait été legit pour la BMF belt. Hein. D'ailleurs, vous en pensez quoi de la polémique, vu que tu parles de Pereira en Calef, du fait que le combat serait programmé aux alentours du Ramadan? Si Ankalaev a signé, c'est qu'il a un plan. Au bout d'un moment, voilà. Le plan, ça va être un verre de lait, une date, hein, ça c'est clair. Non mais oui, au bout d'un moment, comme Benzema. Si c'est mauvais pour lui, il avait qu'à pas signer, quoi. Au bout d'un moment. Mais après, il faut aussi, au bout d'un moment, le mec, il a fait, le mec, il a eu un comportement dégueulasse à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, ouais, c'est pas plus mal. Bref, ça c'est un autre débat. J'en ai déjà parlé, mais bref. Non, pour moi, je rejoins totalement Sendo. Hein, si c'est comme ça, c'est que le mec est OK. Il n'y a pas de polémique à avoir. Ça fait aux alentours du Ramadan, point barre. Ça, c'est discutable, ça. Parce qu'il y a celui qui signe et il y a celui qui propose aussi. Ouais, mais toi, qu'est-ce qui te contrarie là-dedans par rapport à ça? Non, moi, pas grand-chose, si tu veux. Surtout que moi, je suis pas un grand fan d'Ankalaev. C'est un super combattant. C'est un très bon combattant, mais moi non plus, je suis pas du tout fan d'Ankalaev. Bah, c'est surtout que j'ai l'impression que ces combats. Enfin, je sais pas si c'est moi qui ai pas de bol, mais à chaque fois que je vois un combat d'Ankalaev, tu ronfles un peu, quoi. Ah, t'as regardé son combat face à Jan Blachowicz, toi? Ouais, j'avais vu aussi le premier Johnny Walker, là où ça s'arrête, là. Oh putain, quelle horreur. Johnny Walker était dans le désert. Quelle horreur, ce combat, sérieux. C'était une blague, un peu. Un sketch, quoi. Ah non, mais c'est un mauvais sketch. Hein. Oui. Ah putain, quelle horreur, ce moment. Ah putain, c'était quel UFC, ça, déjà? C'était l'UFC 294, je crois. Je vais te dire pour vérifier. Je m'absente juste une minute. Okay, mais putain, ouais, il était pas ouf, cet UFC. Hein. Il était vraiment, vraiment pas ouf. Hein. C'est l'UFC combien, tu dis? 294 de mémoire. C'était face à Johnny Walker, tu dis? Ouais, c'était du UFC 294, parce qu'à 295, c'est celle du Madison Square, du Madison Square Garden de 2023. Ah oui, putain, ouais, ok. Ouais, c'est ça, 294, et après, ouais, c'était... Ouais, c'était l'UFC Fight Night le 12 janvier, après. C'était la soirée du Makhachev Volkanovski 2, du Chimaev Usman, donc du Walker
du Walker en KLF et Exact. la prélims, je suis incapable de te la ressortir de tête, mais elle était vraiment pas ouf aussi. Hein. Ok. Voilà, beau KO de Aliskerov et un choix de et belle soumission de Seigneur Magomedov. Bon, il y a eu un bon combat entre Magomedov dans KLF et Tim Elliott, même si le combat était ultra dirty et qu'il y a eu de grosses erreurs d'arbitrage. Je suis de retour, c'est quoi le sujet? On a un peu dérivé sur l'UFC 294. C'était lequel celui-là? Makhachev Volkanovski 2. Ah. Ouais, c'était une carte pas ouf dans l'ensemble. Hein. Avec Ousmane Ramzat. Exactement. Avec les débuts de Sharabutin Magomedov à l'UFC dans un combat, face au bon Bruno Silva, mais qui avait bien exposé Magomedov. Hein. Apparemment, Magomedov commence déjà à se trouver des excuses. Bah tiens. Du style? Du style qu'apparemment, il n'était pas dans un bon état, machin. Qu'il avait une mauvaise prépa. C'était mal, ouais. Bon, écoute. Moi, je pense quand même que si tu passes pas MVP de manière aussi large pour le top middleweight, ça va être compliqué quand même. C'est clair. Mais ça n'avait aucun sens de le mettre dans le top 15 middleweight. Hein. Vraiment, ça n'avait aucun putain de sens. Surtout après une victoire face à Petrosyan, quoi. Petrosyan, il est bon, mais il s'est jamais rapproché du top 15. Donc le KO est impressionnant, mais c'est pas une victoire comme ça qui te fait passer dans le top 15. Ah, c'était le double spinning back fist, c'est ça? C'est ça, c'était magnifique. Exact. Oui, ok, mais ça valait pas une entrée dans le top 15. En fait, le truc, du peu que je l'ai vu combattre, lui, Magomedov, t'as l'impression qu'il fait un combat de kickboxing dans une cage, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Le gars, c'est un striker d'élite. Vraiment, c'est un des meilleurs combattants en combinaison que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ça, c'est clair. Ce qu'il montre, c'est incroyable. Le truc, c'est qu'il le montre face à qui? Il est à l'aise dans une seule, dans une physionomie de combat, la sienne. Mais dès qu'on sort de cette physionomie de combat, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Face à Bruno Silva, il s'était fait exposer. Et franchement, les 3 cartes à 30-27, alors j'avoue, j'ai très peu de souvenirs du combat, mais moi j'aurais donné au moins un round à Silva, quoi. Le minimum, c'était un round à Silva. Je sais plus lequel, j'ai très peu de souvenirs du combat, honnêtement. Mais voilà, Magomedov, ça. Ouais, au final, Et après, il a eu un matchmaking favorable. Hein. Il a eu un matchmaking ultra favorable. On va voir comment il rebondit et voilà, c'est surtout ce qu'il va proposer, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, messieurs, moi je dois vous laisser. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là aussi. Hein. Là aussi. Ouais, je pense pas qu'on ait grand chose. Qu'on ait autre sujet qui nous intéresse, personnellement. Je pense qu'on a fait un bon tour. Bon tour d'horizon. Et puis, la semaine prochaine, du coup? La semaine prochaine. Faut encore que je réfléchisse à comment je vais le faire parce que le prochain combat de Boxing News, c'est un combat qui se déroule sur 2 rounds. 2 rounds mythiques, mais seulement 2 rounds. Donc je suis pas sûr que ce soit le. Ouais. Donc je sais pas si je vais le faire comme ça. Tic. Normalement, ça serait Nogueira Crocop, c'est ça, non? Le prochain Release the Classics. Ouais, à mon avis, le prochain Release the Classics, ce sera Carl Froch contre George Groves. Ah. Ouais, je pense que je vais le faire celui-là. Maintenant qu'il y a Twitch, normalement, je devrais avoir une plus grande marge de manœuvre. Donc voilà. Donc ouais, je pense que la semaine prochaine, ce sera George Groves, Carl Froch 1. Voilà. Et donc voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Hein, mais merci à vous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Merci Loman, merci Dylan de m'avoir accompagné pendant le plus gros de ce live. J'espère que tout cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!